OK, nous allons, à l'issue de ce cours, vous devrez être capable, à partir de ces données, de créer une bonne base de données adéquate. Oui? Excusez-moi, moi j'ai une question au niveau du dictionnaire. Oui, oui. Concernant la taille Hum. A-A-L, Vous n'avez pas compris, d'accord, on revient tout à l'heure là-dessus. Oui? Donc, allez-y. on demande le type de travail. On dit A-L, on dit L, non, la taille, le nombre de travailleurs. Tu peux avoir 80 ou moins, mais tu ne peux pas excéder les 80. C'est bon? C'est bon? Ça va. Donc, comme je le disais, nous avons groupé en 6 sessions. Nous avons voici d'abord les données, un peu brosser brièvement le dictionnaire de données, on ne va pas durer là. Venir au modèle de données, la modélisation en tant que telle, les cardinalités, puis l'identifiant clé. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourra attaquer les cardinalités, mais c'est vraiment mon souhait. Donc, pour l'introduction, je vais faire plus de ça. Il faut dire qu'en introduction, voilà. On définit une donnée comme une description élémentaire d'une réalité, par exemple, une observation, mais une mesure. Elle est dépourvue de tout raisonnement. Dans une donnée, pour les raisonnements et autres, là, ce n'est pas nécessaire. De toute supposition, de constatation, de probabilité, elle sert à une étude ou à une analyse quelconque. La donnée est aussi une source. Alors, vous qui êtes en ligne, vous me suivez? Oui, bonjour madame. Bonjour à tous. Bon, la donnée peut être aussi une information. Elle est aussi un élément effectif. Elle peut être réelle, correspondant à un type de données. Et elle doit collecter pour un domaine étudié. C'est-à-dire, une étude bien précise sur tes données que tu dois collecter. Et c'est l'ensemble de toutes ces données qui peuvent être réunies dans un dictionnaire de données pour faciliter la lecture de la base de données. Les types de données, bon, nous avons cité les différents types de données de façon brève pour la dernière fois. Ce sont les différents types de données qui sont, nous avons plusieurs types de données. Donc, vous pouvez prendre et puis essayer d'aller voir sur Internet et autres les différents types de données. Il y a les types monétaires, numériques, caractères, binaires, géométriques. Il y a plusieurs types de données. Vous avez tout à l'heure demandé qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est N, qu'est-ce que c'est. Ce sont les différents types de données. Il y a plusieurs types de données. Le dictionnaire de données, comme je l'ai dit, c'est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base de données. Et il est souvent représenté par un tableau à 6 colonnes. Mais on peut aller au-delà de ces 6 colonnes. De façon générale, pour ne pas être trop exhaustif, on se limite à 6, on peut aller au-delà de 6 colonnes. Et pour chaque donnée, il indique les propriétés du libellé, le code mnémonique, le nom puissant, la désignation, le type de données, la taille, la description. Et puis parfois aussi des remarques ou bien des observations. Si ce sont des données de terrain, comme j'ai eu à l'expliquer la dernière fois, il y a des explications, des remarques à faire. Et le vocabulaire commun de l'organisation est dit le référentiel principal de l'entreprise sur lequel s'appuient les décisions de cette vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en fonction du dictionnaire de données, on peut facilement lire ta base de données et on peut facilement comprendre la base de données que tu as mis en place. Donc, s'il y a un système de gestion qui est mis en place pour résoudre ou bien prendre des décisions dans l'entreprise, le dictionnaire de données est un appui. Sans le dictionnaire de données, il est difficile de se retrouver dans la base de données de quelqu'un. Parce que c'est l'abréviation pour savoir ce que c'est. C'est remarques, il faut savoir ce que c'est. C'est contraintes, il faut savoir ce que c'est. Alors que dans le dictionnaire, tout cela est défini. De sorte que même si celui qui a construit sa base de données n'est pas là et qu'une autre personne utilise cette base de données, il peut s'en servir. Tu peux constituer une base de données partie et puis une informatique va venir pour l'implémenter. Tu dois pouvoir comprendre ce que tu as réuni comme données dans ta base de données pour pouvoir écrire son programme informatique. Donc, le dictionnaire est vraiment important. Et comme j'ai eu à le dire la dernière fois, on a essayé ici, c'est un peu les différentes définitions. Quelles sont les propriétés du libellé, de quoi il s'agit, le code dénomique, de quoi il s'agit, et autres. Je ne vais pas le faire assez brièvement, à condition que vous ayez des questions.
On a parlé du cas de l'école de l'ENS pour vous montrer un peu comment vous devez présenter votre sujet. Et ça, on a essayé de donner un peu l'exemple. Dans un premier temps, avant de parler d'un système d'information, il faut pouvoir découvrir l'univers. L'univers signifie quoi? Ça dit pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude, quel est le problème, à quel problème on est confronté et quelle résolution on veut avoir. Quelles décisions au sortir de là, quelles sont les différentes décisions qui peuvent être prises, soit pour l'entreprise ou bien pour un problème donné. Donc, il y a la problématique qui est importante, le but de l'étude, les différents objectifs qui puissent aider dans faciliter dans la mise en place de ta base de données. Et puis, dans cette base de données, quelles sont les différentes activités qui vont entrer en ligne de compte dans ta base de données? Il y a combien d'individus ou bien combien d'éléments qui vont interagir dans ta base de données? Et quelles sont les différentes activités qui vont lier ces différents individus ou bien ces différents éléments dans ta base de données? Quelles sont les données maintenant que tu vas collecter pour le terrain pour la base de données? Ici, on a vu un peu un exemple avec les dictionnaires de données concernant l'école de l'ENS. Eux, ils ont vu, là-bas, on a vu qu'il fallait, on a, je crois, 4 entités. Il y a 4 entités. Et dans ces 4 entités, il faut regrouper les entités. Comme je l'ai dit, chaque entité regroupe les éléments qui concernent uniquement l'entité. Les informations doivent être uniques et uniformes dans les différentes entités. On va revenir dans les différentes définitions tout à l'heure. Donc, en définition, le modèle de données en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble qu'on appelle ça de concepts et de règles de composition de ces concepts qui permet l'expression de ces données. Et le modèle est généralement représenté à travers un formalisme graphique qui permet de décrire ces différentes données et les relations entre elles. Le formalisme graphique, c'est une représentation graphique juste de façon manuelle. Quand on veut faire passer la conception, ici, nous allons faire la conception un peu de façon manuelle, c'est-à-dire pour des débutants, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment une notion de ce que c'est qu'une base de données, comment réunir les différents éléments de façon manuelle, comment mettre en place cette base de données. Donc, le formalisme graphique nous aide à pouvoir comprendre les différentes les relations qui vont lier, les différentes activités qui vont lier les différents individus, les différents éléments dans ta base de données. C'est le rôle vraiment du formalisme. Il faut dire que la conception du système d'information respecte 3 étapes. Et ces 3 étapes, l'analyse conceptuelle, l'analyse organisationnelle et puis l'analyse opérationnelle. Dans l'analyse conceptuelle, la première question que l'on se pose, c'est que vois-je? Autrement dit, quoi faire et avec quelles données? Qu'est-ce que je vois? Non, il travaille là-bas. Et avec quelles données? Arrêtez votre micro, s'il vous plaît. Ensuite, on a l'analyse organisationnelle. Elle, c'est une intégration d'aspects qui est liée aux organisations à l'analyse conceptuelle. Elle prend en compte le lieu, les acteurs, le temps, le type de traitement. Elle répond à la question comment organiser. C'est-à-dire, dans l'analyse organisationnelle, on va venir procéder comment faire l'organisation. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les données? Quel est l'univers? Comment est-ce que je vais organiser tout cela dans un ensemble? Et la dernière étape, c'est de prendre la question comment exprimer, c'est-à-dire comment implémenter, comment mettre en place qu'on appelle ça, le système, comment expérimenter toutes ces données que j'ai collectées, comment les expérimenter. C'est ça, on parle bien l'aspect implémentation, intervient maintenant le logiciel. Ici, dans ce cours, il y a 2 grands volets que nous allons voir, la partie conceptuelle et puis la partie opérationnelle et autre, c'est la phase, disons, pratique. Donc, qui prend en compte le volet de partie de la notion. Et moi, je dis, il y a 2 volets. La partie qui n'est pas théorique et la deuxième partie qui est une phase pratique. Où maintenant, on met en place maintenant un logiciel que tu as déjà conçu. Et puis, comment mettre les données dedans pour avoir adapté les informations que vous pouvez pour mettre le logiciel. On appelle ça avec une base que l'on peut lire. Vous qui êtes en ligne, s'il vous plaît, arrêtez votre... Monsieur Niamien. Voilà, merci. Donc, ces 3 niveaux, comme je l'ai dit, fermez vos micros, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, ces 3 niveaux, comme le niveau conceptuel, le niveau organisationnel aussi est aussi appelé le niveau relationnel. On va à la longue voir pourquoi on parle du niveau organisationnel relationnel, parce qu'on veut dire par là. Et puis le niveau, qu'on appelle ça,
physique dont j'ai eu à parler tout à l'heure. Et ce schéma résume en quelque sorte le système que nous voulons mettre en place. Dans un premier temps, nous voyons l'individu qui est en train de réfléchir, peut-être qu'il y a un problème dans une entreprise ou bien veut mettre en place quelque chose qui veut résoudre un problème. Donc, c'est l'univers d'application en train d'analyser, réfléchir et autres. Comment je peux résoudre ce problème? Qu'est-ce que je peux mettre en place? À quoi je veux répondre? Et vous voyez, maintenant, il va chercher à pouvoir créer le modèle. Et le modèle va, il y a les différents niveaux. Il y a les trois niveaux, comme on a eu à le dire. Le niveau élaboration du modèle entité-association, ou le modèle est le niveau conceptuel, c'est la même chose. Le passage au modèle relationnel, ou le niveau logique ou organisationnel, comme j'ai eu à le dire, c'est la même chose. Et puis maintenant, l'implémentation dans un système de gestion de base de données relationnelles, ou encore appelé le niveau physique. Donc, ce sont les trois grands niveaux de la conception et de la gestion du base de données. On va faire des quiz et autres. La première démarche dans la conception de la base de données. Ici, la modélisation en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est une étape importante de la conception de la base de données. Du fait qu'on y détermine le contenu de la base de données et on y définit la nature des relations entre les concepts principaux. Et le modèle conceptuel des données qui est encore appelé entité association va permettre la réalisation de la structure du système d'information du point de vue des données tout en définissant les dépendances ou les relations entre ces différentes données. Et le modèle entité-association est un formaliste graphique pour la modélisation des données. Donc, je vais dire pour pouvoir le représenter de façon graphique. Mais ça, c'est de façon manuelle. Et dans le modèle entité-association ou le modèle relation et le modèle entité-relation ou le modèle conceptuel, tout ça sont des synonymes. Le modèle entité-relation, entité-association, modèle conceptuel de données, ce sont des synonymes. Et nous avons les différentes étapes. Donc, on a les entités, les associations, les propriétés ou les attributs, les cardinalités et puis l'identifiant. Donc, nous allons voir maintenant en détail qu'est-ce qu'une entité. L'entité, au fait, c'est quoi? C'est un objet. L'objet peut être un lieu, une chose qui peut être identifiée distinctement. On va pouvoir identifier une entité distinctement. Tout à l'heure, dans un exemple, on va essayer de voir une entité, qu'est-ce que c'est avec un individu. Et la classe d'entité, elle va regrouper toutes les entités de la même nature qui sont similaires. Nous avons vu dans le dictionnaire de données que lorsqu'on prenait la classe d'entité étudiant, elle regroupait toutes les entités. Et toutes les entités qui rentraient en compte chez la classe étudiant, c'était les noms, les prénoms, la carte de nationalité, le matricule, le numéro de téléphone, le contact. Tout ça, ça concerne l'individu étudiant. Vous voyez. Et il en est de même aussi pour les associations et autres. Ici, quand on prend par exemple avec l'exemple de l'ENS, dans le cas de la gestion de la scolarité de l'ENS, quand on prend la classe, on a défini différentes classes d'entités. Le schéma du système d'information depuis l'ENS nous montre 4 classes. 4 entités qui ont été. Et il y avait les étudiants, la classe des étudiants, la classe service médical, scolarité, et puis le service des examens et concours. Et donc, quand on prend la classe étudiant, voici les différentes entités qui peuvent entrer en ligne de compte. Ici, je les ai déjà abrégées parce que dans le dictionnaire de données, on a déjà défini qu'est-ce que c'est tout ça. Et puis, bon, ici, peut-être avoir des erreurs dans mes écrits, mais ce qui est important, éviter les accents et tout ça, là, lorsque vous écoutez aux différentes, comment on appelle ça, entités. Ça facilite les choses, surtout dans dans le modèle. Le pas qu'à la langue, ça vous crée encore des ambiguïtés. Et donc, le nom de la classe est toujours mis en haut, et puis les différentes entités se mettent sur la classe. Et vous voyez, c'est défini comme une colonne, ou divisé en 2 parties. Dans la première partie, on met la classe d'entité qui regroupe toutes les entités. Donc, tout ce qui est en vert pâle regroupe toutes les différentes entités qui regroupent et qui sont sous-étudiants. Donc, avec tout ça, on a toutes les informations sur un étudiant lambda qu'on va prendre dans ce fichier. Et vous voyez qu'elle est exhaustive. On peut donner assez d'informations qui n'ont pas aller au-delà même de ce que j'ai fait. Mais pour ce coup, on se limite à ça. Vos exemples, je ne vous demande pas de faire des trucs exhaustifs, mais allez-y à l'essentiel. Juste quelques éléments d'entité pour vous amener à comprendre la compréhension. Et une entité, c'est une valeur particulière d'une classe d'entité. Quand on dit une valeur particulière d'une classe d'entité, c'est-à-dire quand je prends le matricule étudiant, elle est une valeur particulière de la classe étudiant. Quand je prends le nom étudiant, elle est une valeur particulière
la classe étudiante. C'est ce que j'ai dit. On va venir maintenant parler des associations. Les associations, qu'est-ce que c'est? On va voir ce que c'est. L'association lie deux ou plusieurs entités. Les entités sont dans la classe d'entités, on a les différentes entités. Et les associations doivent pouvoir lier. Les entités sont des rôles. C'est-à-dire le rôle que joue une entité et le rôle que joue une entité. Et la classe d'association, c'est le lien entre deux ou plusieurs classes d'entités, tout comme la classe d'entité. La classe d'association, sachez que c'est le lien entre deux ou plusieurs classes d'entités. Qu'est-ce que je vais dire par là en dessous? Ça, c'est un exemple, par exemple. On va parler ici d'une association et de sa classe d'association. En exemple, le formalisme graphique est représenté ici. Nous voyons qu'on a un step global. Elle est différente des classes d'identité. Pour les classes d'identité, c'est une colonne divisée en deux niveaux. Pour les associations, là, nous avons un cercle global. Et dans le cercle global, nous avons deux niveaux aussi. Un niveau supérieur et un niveau inférieur. Je cherche à savoir que me dit les différents niveaux. Dans un premier temps, par exemple, la classe d'association, c'est comment se représente le formalisme graphique. Dans ce formalisme graphique d'association, on a dit que l'étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. Dans un premier temps. Donc, le verbe retirer est la partie supérieure. Et dans le sens contraire, comme je le disais, les associations se font, les rôles se font toujours dans les deux sens. La dernière fois, j'ai eu à vous le dire. On parle de A à B. Il y a un sens, et de B, on doit pouvoir aller de B à A, venir de B à A. Ça fait un autre sens, non, ça va toujours dans le deux sens. Donc, vous voyez, nous avons dans un premier sens le sens retiré, et puis dans le deuxième sens, délivré. Délivré, c'est-à-dire un agent de la scolarité qui va délivrer la fiche d'inscription à un étudiant. Donc, ici, les classes d'entité que lit cette association, c'est la classe étudiant et puis la classe scolarité. On va le voir tout à l'heure en dessous, encore plus défini. Et c'est cet ensemble-là qui est appelé le nom de la classe d'association. Donc, le nom de la classe d'association ici est regroupe la classe retirée et délivrée, qui relie deux entités, qui relie deux classes d'entités et qui relie chaque entité dans chaque classe d'entité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, par exemple, je n'ai pas cité les entités dans les classes d'entités, mais quand vous voyez dans, on appelle ça la classe d'association, vous voyez qu'il y a une flèche qui va dans un premier temps de l'autre côté et une flèche qui va de l'autre. C'est toujours dans les deux sens. Ici, dans les deux sens, comme je le disais, retirer qui lie la classe d'association étudiants et scolarité, et puis délivrer qui lie la scolarité et puis les étudiants. Donc, il faut chercher à savoir la scolarité, qu'est-ce qui est délivré aux étudiants. Et c'est dans les deux sens. Et ici, je n'ai pas cité les entités, mais quand on cite les entités, vous allez voir que chaque entité est reliée à la scolarité, toujours avec les mêmes associations, retirées et délivrées. Et comme je l'ai dit, chaque entité joue un rôle dans une association. Ça, c'est très important. Chaque entité joue un rôle dans une association et la classe d'association regroupe toutes les associations possibles entre deux entités. C'est ça qu'on appelle la classe d'association. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Bon. Le puis, on va se faire plus de ça dans vos exercices. Je suppose que dans vos présentations, on va venir voir maintenant les propriétés ou attributs. On a parlé des entités, des classes d'entités, on a parlé de l'association, des classes d'association. Maintenant, on va venir parler des propriétés ou attributs. Qu'est-ce que c'est? La propriété ou l'attribut, c'est à décrire les entités et les associations. Ce sont les caractéristiques des entités et des associations. Et est appelé attribut ou colonne dans le cas du modèle relationnel. C'est-à-dire quand nous allons partir du modèle conceptuel au modèle relationnel, c'est une conversion. Nous allons voir que les attributs vont devenir se transformer en des colonnes dans le modèle relationnel. On va voir ça justement. Et peut être obligatoire ou facultatif et avoir un domaine de valeur occurrence. Ici, les propriétés ou attributs. Ici, comment déterminer, par exemple, les propriétés ou attributs? Les propriétés ou attributs, c'est comme on le dit, il est particulier et il est bien défini, de sorte qu'il ne crée pas une ambiguïté. Il doit pouvoir nous servir dans tout notre système sans créer d'ambiguïté. Et puis, normalement, il ne doit pas être modifiable, on ne doit pas pouvoir le modifier, on ne doit pas pouvoir qu'on appelle ça. Si on le supprime, c'est que peut-être on supprime tous les mouvements dans le système. Mais on ne doit pas pouvoir le modifier à tout moment, apporter des modifications. Donc ici, dans nos différentes classes d'entités, nous avons 4 classes d'entités
avec les différentes entités ici. Vous voyez que pour l'attribut concerne ici, pour la classe étudiant, c'est le matricule étudiant. Parce que lui, il n'est pas modifiable. Un étudiant ne peut pas avoir deux matricules. Et aussi, son matricule ne peut pas changer d'année en année. C'est dans ce sens que les gens disent ce n'est pas modifiable, ce n'est pas changeable. C'est-à-dire, si on a constitué une base de données, par exemple, de tous les étudiants du curat, et qu'on les a attribués, dans cette base de données, on a dit, bon, on prend comme caractéristique le matricule des étudiants. Le matricule t'accompagne jusqu'à la sortie du curat. Partout, quand chaque fois qu'on va interroger le système du curat, c'est ton matricule qui va identifier dans toute la base de données. Même au sein de l'université, c'est ton matricule qui peut identifier. D'une année à une autre, ton matricule va changer. Quand on prend la scolarité, pour pouvoir trouver ici qu'on appelle une propriété qui va définir toute la classe d'entité, c'est plus facile de prendre le code agent. Ou bien, on peut même code matricule agent. Ça dépend, mais c'est facile de prendre. C'est qu'est-ce qu'il faut nous donner un code? Parce qu'on sait que le code ne va pas varier. Peu importe, le code reste toujours tel. Mais si on prend le titre de l'agent, le nom, le prénom, le contact, ça va varier. Ça peut changer. Quand on prend le service médical, ici, on a décidé de prendre, par exemple, code médecin. C'est-à-dire, on attribue des codes à chaque médecin. Quand on prend le service des examens de concours, on a décidé de choisir, par exemple, le code des examens. Le code des examens, il y a un code qui est attribué. Donc, le code qui est attribué, normalement, ne va pas varier. Le code reste typique. Alors que si on met le type, la date et autres, ça peut varier. Donc, autant vous, dans vos formalismes graphiques des classes d'entités, quand vous demandez de déterminer les propriétés ou les attributs, sachez définir des éléments qui ne varient pas. Dans toutes les entités, qu'est-ce qui ne va pas varier, que pourquoi que c'est pas se passer dans la base de données. Et quand vous détectez cela, vous soulignez. Tout ça, c'est de façon manuelle. Quand je dis manuelle, c'est-à-dire avec portefeuille, billet, et autres, que tu le fais de façon manuelle. Les propriétés ou attributs. Dans le cas d'une classe d'association, on a vu dans le cas des classes d'entités, comment définir les attributs. Dans les classes d'association, si, on a aussi elles se définissent aussi, mais comment? Les propriétés mises dans une association doivent obligatoirement relier les entités. Et l'exemple ici, l'étudiant retire une fiche d'inscription à la scolarité. L'agent de la scolarité délivre une fiche d'inscription à un étudiant. On a la classe d'association retirée délivrée. Il relie ici. Fermez le micro, s'il vous plaît. Nathanaël. Qui relie, comme on appelle ça, les deux classes d'entités étudiants, scolarité et scolarité étudiant. Ici, vous voyez, comme on appelle ça, propriété ou attribut de ces classes d'association, tout simplement. La classe d'association n'a pas si. C'est cette classe d'association qui est là. Tout à l'heure, on a vu dans la partie précédente, retirer, délivrer, c'est la classe d'association qui est là. Mais quels sont les attributs de cette classe-là? Puisque la première partie de la classe d'association, la première association qui est retirée, relie étudiants et scolarité. Voici comment, et ce qui est important dans cette classe d'association, c'est le matricule. On a vu tout à l'heure que ici, qu'est-ce qui détermine cette classe d'entité? C'est le matricule étudiant. C'est ce qu'on a choisi comme attribut. Donc, c'est lui qui va intervenir dans l'association là-bas. Et il regroupe toutes les informations concernant tout type d'étudiant ici. C'est-à-dire, quand on va prendre le matricule de l'étudiant, on aura toutes les informations, que ce soit son nom, son prénom, sa naissance, sa fille, tout est regroupé sous ce matricule. Et donc, par conséquent, vous voyez que c'est le matricule étudiant qui est là. Quand on prend la deuxième association qui est délivrée, qui relie scolarité étudiante dans l'autre sens, vous voyez que c'est le code d'agent qui intervient. Et le voici tout simplement à ce niveau. Le voici. Donc, quand je crée une association entre ces deux éléments, entre ces deux classes d'association, les deux éléments qui constituent les propriétés dans la classe d'association sont matricule étudiant et le code d'agent. C'est bon? Oui. 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 Par exemple, si on tape oui. On peut taper. Si on passe ça pour le matricule de l'étudiant, que ça ne passe pas. Si on peut taper son nom. Si on peut taper son nom, ça peut sortir. Mais le problème, si le nom est, qu'on appelle ça, ce n'est pas pour le seul étudiant. Je vais dire que si par exemple le nom de l'étudiant, il y a deux autres noms qui sont similaires dans la base de données. Tu vois, non. Il y a deux autres noms qui sont similaires dans la base de données.
Ce nom là-bas, peut-être tu auras des individus qui vont venir. Et quand tu auras deux individus qui ont pratiquement le même nom qui vont venir, lequel des individus tu veux? Tu vois? Donc, normalement, quand on tape le matricule, normalement, ça va sortir. Si ça ne sort pas, c'est que peut-être il y a eu un problème dès le début. Il faut chercher à trouver le problème. Sinon, tu peux taper le nom de l'étudiant, ça va sortir, mais le nom, ça peut être peut-être 2, 3, 4 noms, puisque les noms sont similaires. Ça va s'aligner pour toi, mais lequel tu as besoin? Alors que quand c'est le matricule, ça ne va pas te faire sortir deux matricules. Pour seulement un. C'est-à-dire l'étudiant correspondant à ce matricule-là. Tu me comprends un peu? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, quand le niveau de l'étudiant, Oui, je vais oublier de taper le niveau de colonne de mais le numéro du colonne de matricule du bac, ce numéro, il est comment? Il est unique, non? Maintenant, le IP et puis le truc n'est pas tapé. Sûrement que peut-être ils ne se sont pas appuyés sur ça dans leur base de données. Tu vois, non? On suppose que si peut-être ils ont pris le matricule du bac qui vous a suivi depuis après votre bac, et c'est ce qu'ils ont pris pour peut-être former, créer une base de données à laquelle est rattaché votre IP, votre truc. Et autant du coup, c'est-à-dire, c'est comme si la propriété principale, ou bien l'attribut principal, c'est comme on appelle ça, le numéro du bac. Donc, du coup, forcément, voilà pourquoi vous avez tapé les autres. Et puis, peut-être ce n'est pas sorti. S'ils ont, dans leur base de données, ils ont dit non, qu'ils considèrent le IP et comme la carte nationale, la carte d'étudiant comme secondaire, des attributs secondaires, des clés secondaires. Et donc, elles ne vont pas sortir, c'est la clé primaire qui va sortir. Au début, on va voir, à la suite, on va sortir cette clé primaire, ou bien la clé principale qui va sortir. Et pour eux, la clé principale, on définit comment on appelle ça, votre matricule du bac. Là, pourquoi c'est ce qui est sorti? Voilà. Alors que si vous avez peut-être saisi le nom, il peut y avoir 2, 3, 4 personnes qui peuvent sortir. Mais de qui s'agit? Quand vous avez le matricule du bac, vous avez vu que le matricule du bac est unique. Donc, si on comprend bien, c'est comme si le matricule du bac vous suit depuis l'obtention de votre bac jusqu'à la fin de votre cursus. Il est inclus dans votre système. Quand vous le sachiez. Maintenant, pour. Oui. Parce que vous avez fini tout le monde. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, oui. Moi, mon problème, c'est surtout au niveau de l'entité inactive. Le professeur n'arrive pas à décider parce que de façon forte, Oui. on parle d'attribuer quelqu'un, c'est des choses spécifiques à la personne. Aussi, quand on parle d'entité, on constate que ce sont les tous les spécificités à la personne. Donc, entre entité et attribut. Pas faire D'accord, je vais expliquer, puis peut-être un de tes collègues va te donner une explication qui va être encore beaucoup plus simple. Quand on prend les différents, par exemple, les différentes entités qui sont ici, on a le matricule, le nom, le prénom et autres. Le matricule en lui-même est une entité. Le nom aussi est une entité. Maintenant, de toutes ces entités qui sont là, qu'est-ce qui va donner plus d'attributs à un étudiant? Qu'est-ce qui va plus définir un étudiant? Tout ce qui est là, ça définit l'étudiant. Mais qu'est-ce qui va beaucoup plus caractériser un étudiant? Pour dire que voici son matricule. Voilà pourquoi c'est pourquoi il est choisi comme attribut. C'est tout. Ça va. Il faut le comprendre simplement comme ça. Son matricule lui-même est une entité à part entière qui appartient à la classe étudiante. Mais ce qui va définir plus un étudiant, n'importe quel étudiant qu'on va prendre ici, c'est son matricule. Les autres, ça peut créer des confusions. C'est bon. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de sous-entités en ce moment? De sous-entités, oui. À quel niveau, par exemple? Au niveau des matricules, et puis on voit les noms, on voit les prénoms, et puis la naissance et autres, là, voilà, et j'en passe. Et je vais dire, si au cas où on a le même nom, on a le même prénom, voilà, et puis on voit que les matricules sont la base, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que peut-être le nom et le prénom et les filières là sont des sous-entités et que le matricule est l'entité même principale? Bon, ce que tu es en train de dire, je te comprends effectivement dans ce que tu es en train de dire.
On peut dire que le nom, le prénom et autres sont des sous-entités du moment où ils ne définissent pas vraiment Voilà. l'étudiant en tant que tel, c'est le matricule. Et comme le matricule devient le principal, il devient, comme on appelle ça, l'entité principale, comme tu viens de le dire et autres. Ça, ce sont des termes de synonymes en quelque sorte. D'accord, ok, pas de problème. Merci bien. Voilà, le matricule étudiant est la clé primaire, et puis maintenant les autres, ce sont des entités secondaires qui sont là parce qu'ils ne définissent pas vraiment l'étudiant en tant que tel. Donc, ce sont des synonymes. Ça se dit. D'accord. C'est bon? Bon, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Donc, ici, voici comment j'ai présenté le schéma du modèle entitaire. Dans votre système, je voudrais que vous représentez le schéma. Je vous ai montré comment représenter le formalisme graphique au niveau des classes d'association, qui est la colonne en 2 niveaux. Je vous ai montré comment présenter le formalisme au niveau des associations, qui est le cercle, et puis les flèches qui vont dans les 2 sens, et puis les différentes fonctions. Voyez ici les verbes comme les différentes fonctions, ou autrement dit les différentes activités qui relient les différents éléments dans la base de données. Et donc ici, voici du schéma, qu'on appelle ça, de mon univers que j'ai fait. Je viens de le transposer, de détailler chaque schéma, chaque élément de mon schéma dans un modèle ici, et qui devient le modèle entité association. Donc, vous voyez comment est-ce que les différents modèles sont liés entre eux. Ici, dans mon système, comme on n'a pas le temps pour pouvoir revenir sur parce que vous devez travailler pour qu'on puisse je présente juste ce que j'ai fait et autres, les autres fois, parfois je donne aux étudiants la latitude de le faire, mais vous allez le faire avec vos propres temps. Donc ici, vous voyez que ici, mes différentes classes d'association lient mes différentes classes d'identité. Quand je prends étudiant puis scolarité, on a la classe d'association retirée délivrée. Quand je prends étudiant service médical, on a la classe d'association visiter consulter. Quand je prends scolarité et puis le service d'examen, on a interrogé, on a la classe d'association interrogée et puis confirmée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le premier cas, par exemple, la classe d'association étudiant puis scolarité, je peux dire qu'un étudiant retire un document de la scolarité, fiche. Délivrer, la scolarité délivre une fiche ou bien des informations à l'étudiant. La première étape. Quand je prends visiter consulter, l'étudiant visite dans le service médical. Le service médical, dans le service médical, est censé consulter l'étudiant. Voyez comment est-ce qu'il va répondre à les 2 sites. Quand je prends le côté scolarité, service des amis, je peux dire que la scolarité confirme, par exemple, qu'on appelle ça, envoie une confirmation au niveau du service des examens et autres concernant l'étudiant. Et le service des examens, à son tour, interroge peut-être la scolarité, parce que voici cet étudiant est inscrit dans leur base de données et autres. Donc, voici comment est-ce qu'on définit les verbes. Les verbes, les activités, les fonctions, c'est vous-même qui les donnez. En fonction de votre système que vous avez créé, ça dépend des tâches que vous voulez assigner à chacun. C'est comme celui qui construit la maison. Quand tous les éléments sont réunis, les maçons, les briques, tout c'est réuni, c'est lui, le chef, celui qui va gérer le système, c'est lui qui va donner différentes fonctions. Toi, tu fais ton, toi, tu fais ton. Donc, les activités sont partagées. Donc, étant vous-même le gestionnaire de votre base de données, vous devez attribuer les différentes fonctions. Qui va faire quoi, qui va gérer quoi, etc. On pouvait faire ce même système aussi pour le marché bureau. Le marché de régulier que j'ai présenté au début. C'est-à-dire, je fais le schéma physique, mais on peut le schématiser aussi, comment se fait une supplémentaire. Et j'ai plein d'exemples typiques pour vous amener à comprendre et que vous puissiez aussi l'appliquer à vos cours, mais à vos exemples que vous allez présenter dans les séances suivantes. Donc, vous voyez ici, oui? Le modèle entité-association ne prend pas en compte les attributs. Si, il prend encore les attributs. Ici, on n'a pas encore mis les attributs dedans. On n'a pas encore mis les attributs ici. Il prend encore les attributs. Il a donné l'exemple ici. Ici, par exemple, voici le modèle, qu'on appelle ça. Qu'est-ce que tu as dit? Le modèle association, mais le modèle entité-association. Entité-association. S'il ne prend pas encore les attributs. Oui. S'il va prendre encore les attributs. Le modèle qu'on appelle ça entité, c'est-à-dire les classes d'entité, ils vont donner les attributs. Et puis dans le modèle association, ils vont donner aussi les attributs. Mais ces attributs viennent d'où?
Les attributs viennent des classes d'entités qui lient. Les fonctions qui lient les deux classes d'entités là, c'est de là viennent simplement les attributs concernant le modèle association. C'est bon? Donc, ça veut dire que ça, les attributs ne figurent pas dans le schéma, mais dans la présentation, on doit mettre l'accent sur les attributs, c'est ça? Si, il intervient dans le schéma. À la longue, il va intervenir dans le schéma. Ici, je suis allée plus loin. Voilà. Ici, par exemple, on n'a pas montré les attributs dans la classe. Dans les classes d'association, tu vois que les attributs sont soulignés, non? N'est-ce pas? Maintenant, dans les classes d'association, on ne les a pas présentés ici, n'est-ce pas? Mais sachez que cette classe d'association prend en compte le matricule étudiant et le code d'agent comme son attribut, qui va constituer lui son attribut là. Mais on va voir ça à la longue. Devant, voilà, j'ai voulu détailler étape par étape pour rendre ça un peu digeste pour ceux qui n'ont vraiment pas trop de notions. S'il vous plaît, madame. Oui, j'écoute, monsieur Zid. Bon, pour nous indiquer un peu, nous qui sommes en liste, ce serait mieux que vous utilisiez la souris. C'est mieux que j'utilise la souris. Pour nous montrer, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est compris. Merci beaucoup, madame. C'est rien. Bon, je continue. Donc, vous voyez ici les associations entre les entités ou les classes d'entités, par exemple dans le cas de la gestion de l'ENS. On a, comme les classes d'association, comme j'ai eu à dire, retirer, donner. Bon, ici, on a changé par donner et autres. Ça avait les étudiants encore visiter, consulter, confirmer, interroger. Donc, vous voyez que la première fonction qui est retirée, relie étudiant scolarité. La deuxième fonction qui est donnée, relie scolarité étudiant. Pour nos classes d'association, la première fonction qui est visiter, relie étudiant, service médical, ainsi de suite. Tout juste ce schéma qui est là, c'est ce que j'ai détaillé un peu ici. Juste pour vous dire ça. Maintenant, on va venir au niveau des cardinalités. Avant de parler des cardinalités, question. Parce que cette partie dans laquelle nous allons rentrer est un peu complexe. Donc, avant qu'on rentre dans les cardinalités, association, est-ce que c'est clair? Entité, c'est clair? Attribut, c'est clair? C'est bon? Donc, on peut avancer. D'accord, Dieu merci. Cardinalité. Bonjour, monsieur. Vous êtes étudiant ici? Ah, d'accord. Je savais que vous avez Ok. Les cardinalités, on voit ici l'importance des cardinalités. Les cardinalités caractérisent les types d'associations. Les cardinalités prennent en compte les types d'associations. Elles prennent en compte les différentes fonctions. Ils lisent nos différentes classes d'identité. On a différents types de cardinalités, donc on va aller étape par étape. On a les cardinalités de 1 à 1. Qu'est-ce que veut dire la cardinalité 1-1? C'est-à-dire une seule entité de A est reliée à une seule entité de B. Comme on le présente dans la figure ici. Ça, c'est un peu une présentation un peu légèrement mathématique. Dans la cardinalité 1-1, une entité de A est reliée à une entité de B. Et la question se pose toujours dans les deux sens, de A vers B, comme de B vers A, comme j'ai eu à vous le dire. Donc, quand on parle de cardinalité, elles prennent en compte les associations, les différents types d'associations. Pour pouvoir faire bouger ou bien pouvoir mieux structurer ta base de données, il faut pouvoir faire fonctionner les différentes fonctions et autres qui interagissent entre les différentes classes d'entités. Et c'est là c'est bien les cardinalités. On a les cardinalités de 1 à plusieurs qu'on appelle 1 à n. C'est-à-dire une entité de A peut être reliée à une ou bien plusieurs entités de B, comme on le montre l'exemple ici. Vous voyez qu'une entité de A qui peut être reliée à une ou plusieurs entités de B, ici présentées dans la figure. Donc, A peut avoir plusieurs éléments qui sont reliés à plusieurs, A peut être relié à plusieurs éléments, bien plusieurs fonctionnalités au niveau de l'entité de B. On a la cardinalité plusieurs à plusieurs, NN. Une entité de A peut être reliée à plusieurs entités de B. Une entité de A que je prends peut être reliée à plusieurs entités de B. On parle de la cardinalité NN toujours. Sachez que dans la cardinalité, on parle toujours de 1 qui est relié soit à une entité ou à plusieurs entités, ou bien n'est pas relié à une entité dans l'autre ensemble. On parle d'un ensemble A à un ensemble B.
ensuite d'un enfant B aussi à un enfant A. C'est toujours une entité qu'elle soit reliée à plusieurs dans l'autre ensemble, ou bien elle est reliée à une seule, ou bien n'est pas du tout reliée à une entité de l'autre. Vice-versa dans les deux cas. Oui. Oui, oui. C'est différentes cardinalités là. On va le voir tout à l'heure. Dans un premier temps, ça répond à la définition, mais il y a les conditions. On va parler des conditions. Les cardinalités 1, NN et puis NN, c'est-à-dire sont appelées des cardinalités maximales. Elles représentent le nombre maximum de participants d'une entité à une relation. Et la cardinalité minimale, qui est le nombre minimal de participation d'une entité à une relation, peut être de 0 ou 1. C'est-à-dire une entité de A peut être reliée à aucune ou bien à une seule entité de B. Ici, les cardinalités maximales et minimales traduisent des contraintes propres aux entités et associations. Dans un schéma conceptuel, elles sont présentées comme ci-dessous. Comme on le dit, les cardinalités représentent des contraintes propres à une entité. Tout à l'heure, on va voir pourquoi est-ce qu'on dit cela. Quand on prend de 0 à 1, ça dit 0 à 1, ça signifie cette cardinalité, c'est aucune ou une seule. Et quand on prend 1, ça dit une et une seule. 0, n, aucune ou plusieurs. Quand on prend 1, n, une ou plusieurs. Voilà, retenez ça comme cela. On va à l'avance, on va. Ici, bon, dans l'exercice, c'était de déterminer les différents types de cardinalités entre les classes d'entités, l'autre dans le schéma et l'autre. Donc, vous voyez que le schéma précédent, on avait ce schéma sans les cardinalités, on avait juste les associations. Maintenant, on va mettre les cardinalités. Les cardinalités, c'est nous qui définissons nos cardinalités. Tu définis d'abord tes cardinalités. Maintenant, quand tu définis tes cardinalités, tu vas sur les règles des cardinalités qui vont t'aider à rendre beaucoup plus digeste ton système. Ici, nous voulons définir nous-mêmes nos propres cardinalités. Bon, on va le faire ensemble, mais c'est vrai qu'il y a déjà un élément qui est là. On va le faire ensemble. Quand on prend la classe entité, la classe étudiant et puis la classe scolarité, sachez que les cardinalités, bon, je dis le temps de la suivre. Pour la première fonction qui est retirée, la cardinalité se met de ce côté. Parce qu'elle lit, cette association lit la classe étudiant et puis la classe scolarité. Donc, sa cardinalité se met de ce côté. Quand je prends dans l'autre sens maintenant, la scolarité est liée à étudiant avec la fonction délivrée. Donc, sa cardinalité se place de ce côté. Elle peut être au-dessus comme en dessous, mais se place du côté d'où vient la fonction, l'activité. Donc, ici, nous avons, ce sont les deux sens. Les cardinalités, toujours dans les deux sens. On a le premier sens, 1N, et puis 0N. Pourquoi j'ai écrit 1N? Qui peut essayer d'expliquer ça? Je dis, moi-même, je définis mes cardinalités. Vous voyez, dans votre système, vous allez définir vous-même vos cardinalités. Ici, la première fonction, on a dit, un étudiant retire une fiche, par exemple, à la scolarité. Et puis, j'ai mis 1N. Oui. Mm-hmm. 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 Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas bien compris. Oui. Mm-hmm. 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 Voilà. Cette cardinalité est relie classe étudiant et puis scolarité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit qu'on parle toujours d'un élément dans le premier, un élément dans le premier ensemble qui est capable d'avoir une activité ou plusieurs activités ou aucune. Tu vois, non? Donc, si c'est c'est-à-dire qu'un étudiant va à la scolarité, il peut retirer une fiche ou plusieurs fiches. C'est-à-dire qu'elle est au-delà. Ce n'est pas spécifié unique. Mais quelqu'un d'autre pouvait écrire la cardinalité 1-1. S'il écrit la cardinalité 1-1, ça veut dire quoi? Il ne peut que retirer une seule fiche. S'il écrit la cardinalité 1-0, ça veut dire que l'étudiant peut aller à la scolarité, mais n'a pas droit de retirer une fiche. C'est bon? Quand je prends maintenant 0N, qu'est-ce que ça veut dire? L'étudiant n'a pas droit à retirer une fiche. Non, c'est pas retiré. On va dans l'autre. Dans l'autre sens.
Excusez-moi, Délivré. en fait, j'ai une question en Ah, fait ok. pour ça. C'est la scolarité qui n'a pas de droit. Oui, j'écoute la question de M. Cissé. Excusez-moi, professeur, en fait, vous avez dit ici que au niveau des cardinalités, en fait, un N, en fait, ça veut dire que non, dans retirer, par exemple, ça veut dire que non, que l'étudiant peut retirer une ou plusieurs, on va dire, fiches. Et Euh, à la en fait, scolarité. plusieurs fiches, moi, je pense que non, en fait, une fiche contient ces informations déjà, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi ce sera plusieurs fiches. Attention, Et c'est la fiche. ici, je suis dans un système d'examen. Les fiches dont je parle, ça peut être peut-être des examens à la scolarité. Par exemple, s'il y a la fiche je suis à l'ENS. S'il y a peut-être il y a la fiche des éducateurs, il y a la fiche des professeurs du lycée, il y a la fiche des professeurs de collège, je ne sais pas. Donc, si je me mets dans la cardinalité 1N, je me dis que sûrement qu'il y a plusieurs fiches à retirer. C'est pourquoi j'ai dit que Ok, vous définissez votre cardinalité en fonction du problème que vous voulez résoudre. Vous voyez, quelqu'un doit pouvoir mettre un 1. Si c'est une fiche unique, on devrait normalement retirer à la scolarité. Mais comme on est dans un ok, système d'examen ici, donc vous comprenez, il peut y avoir plusieurs fiches. Souvent, quand on va passer des d'accord. examens, on ne regroupe pas toutes les fonctions des examens dans une seule fiche. Tu as fait fiche d'éducateur, tu as fait fiche, si tu veux passer des fiches éducateurs, lycée, collège, tout ça, là, tu as fait tu as fait toi seul. Alors que tout ça, là, c'est pas NS. Normalement, ça devrait être une seule fiche. Eh non, ils ne font pas ça. Parce que chaque concours a ses caractéristiques, tu vois. Donc, tu vas payer chacun. Donc, c'est pour il va aller retirer plusieurs fiches. Au lieu d'une seule fiche. Par contre, celui qui veut faire seulement éducateur ou bien professeur du lycée, il va retirer une seule fiche. C'est bon. Ça, c'est un exemple de cardinalité que j'ai mis là. Ok. Maintenant, de 0N, de la scolarité à étudiant délivrée. Oui, tout simplement, je Oui. pense que dans cette relation, on peut dire que la scolarité a la possibilité de délivrer plusieurs fiches indépendamment des étudiants. Plusieurs fiches indépendamment des étudiants. Ou bien, ce n'est pas fini la cardinalité, c'est 0N. Tu as défini seulement le N. Ou ne pas délivrer de fiches. Ou ne pas délivrer de fiches. De fiches, Voilà, voilà, la scolarité a cette possibilité de délivrer des fiches, plusieurs fiches, qu'on appelle ça aux étudiants, ou ne pas délivrer de fiches. Si la scolarité suppose que non, c'est permis que non, il y a des délais, ou bien des autres, lui, si tu viens dans ce délai, tu ne peux plus avoir de fiches. Donc, lui ne te délivre plus. Pendant que les examens sont ouverts, la scolarité peut te délivrer. Quand les examens sont fermés et autres, que toi, tu ne sais pas que tu arrives, on te dit, on te délivre plus de fiches. Donc, la scolarité a cette possibilité de délivrer des fiches ou aucune. Ça va dépendre des conditions. Oui. Une question. Si. Voici ça. J'ai dit ici, là, il peut se mettre en haut ou en bas. C'est-à-dire ce 0N là, il peut se mettre au-dessus ici ou en bas. Mais sache qu'il appartient à cette classe. Tu vois, non? Il se met toujours du côté où commence la voie là, du côté. Puis il se met toujours du côté, peu importe, il peut être au-dessus ou en dessous, mais il se met toujours du côté de la classe d'association qui commence. C'est bon? Moi, je prends le cas de la classe étudiant, puis le service médical. Visiter. J'ai mis la cardinalité 1N. Donc, si vous avez compris le système qui est là, c'est à peu près les mêmes explications qui sont là. Vous voyez. Et souvent, c'est là vient le problème. Parce qu'en fonction de tes cardinalités, quand tu vas définir tes cardinalités, moi, ce n'est pas moi qui ai créé le système. Toi, tu as mis ton système en place. Donc, tu as tes différentes contraintes, ou bien c'est l'entreprise qui par ses explications, te donne des directions dans la construction de ta base de données. Quelles sont les contraintes qu'on doit créer? Parce que, comme on le disait, les cardinalités permettent de résoudre le problème d'établir des contraintes au niveau des associations, au niveau des fonctions. Qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi? Quelles sont les limites de chacun? Qui doit faire quoi, jusqu'à quel niveau? Ça, c'est le droit des petits. Donc, les cardinalités que vous définissez, restez dans cette logique des cardinalités jusqu'à la fin. N'allez pas quelque part changer. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas choisir la cardinalité 0N, et puis dans la rédaction, tout d'un coup, vous me définissez quelque part que non, la scolarité fournit un et puis un seul, fournit un et un seul document aux étudiants. Mais je vais vous dire, mais il y a un problème. Parce que un et un seul document aux étudiants, c'est quelle cardinalité? C'est 1-1. Alors que toi, tu m'as écrit 0. C'est 1-1. Alors que tu m'as écrit 0N. Donc, du coup, il y a un problème. Déjà là,
il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire, si on continue avec ce système-là, à la longue, ça va créer une ambiguïté dans la base de données et ça va créer une confusion et ça va être difficile d'exploiter la base de données. Déjà, la base là, je dis non, il y a une erreur. Corrige déjà l'erreur. Il faut que tu t'accordes sur ce que tu dis. Ou bien soit la scolarité délivre uniquement ce document typique à un étudiant, ou bien la scolarité peut délivrer plusieurs ou pas. Soit clair. Comme aussi, il peut dire non, la scolarité peut délivrer un ou plusieurs documents. Ça va? Donc, soyez logique avec vous-même, avec vos cardinalités. Il en est de même aussi la scolarité et puis le service d'examen. J'ai choisi, par exemple, la cardinalité confirmée 0-1 an. Et puis, pour le côté interrogé, le service de scolarité qui peut interroger un ou plusieurs fois le service de scolarité. Tout comme le service de scolarité qui est censé confirmer soit l'information concernant un étudiant plusieurs fois ou bien ne pas donner d'informations. Donc, vous voyez comment il y a écrit simplement des cas. C'est bon? C'est clair? Vous avez compris le système de cardinalité? Ça va? En ligne, ça va chez vous? Donc, Oui, madame. d'accord. Donc, Pour l'instant. pour l'instant, d'accord, Dieu merci. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons combien d'associations? Quand vous êtes dans ce bloc, nous avons combien d'associations? Combien de classes d'associations par année? Nous avons 3 classes d'associations. 4 classes. 3, hein? Je n'ai pas créé rien. Je n'ai pas créé rien ici. Voici une classe. Ce cercle-là constitue une classe. Ici, une classe. Ici, constitue une classe. Et dans chaque classe, il y a 2 associations. Donc, au total, il y a 6 associations, mais qui sont regroupées en 3 classes. Madame, s'il vous plaît. Oui. Et pourquoi l'autre là ne fait pas partie des classes? Laquelle? Ici, le service médical. La partie SEC. Ici, là. Service Oui. médical et puis service des examens. Vous avez dit il y en a 3 classes et pourtant on voit il y a une classe qui est derrière. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Bon. J'ai 3 classes d'association. Ici, j'ai 3 classes d'association. Voici une première classe, une deuxième classe et puis une troisième classe d'association. Mais dans chaque classe d'association, il y a 2 associations, il y a 2 fonctions. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Merci. De rien. Ces cardinalités, quand tu les écris comme ça, quelqu'un qui n'a pas fait les bases de données ne te comprend pas. Voilà pourquoi il faut les expliquer. L'explication, c'est simple. C'est-à-dire, il faut pouvoir, de façon schématique, l'explication des cardinalités, pouvoir de façon schématique. Ça, vous voyez, ça, c'est une classe d'association. Ça, c'est une deuxième classe d'association. Ça, c'est une troisième classe d'association. Dans la première classe d'association, vous voyez que je divise là en 2 parce que j'ai 2 fonctions. Donc, la première fonction, c'est qu'elle définit, elle relie qui est qui et qui commence l'activité pour aller vers l'autre. La deuxième va dire qui commence l'activité pour venir vers l'autre. Ensuite, quand je viens prendre la deuxième classe d'association, j'ai deux associations là-dedans. Donc, la première activité, la première cardinalité va relier qui à qui et puis la deuxième qui à qui. Troisième, ainsi de suite. Donc, voici comment on va se faire l'explication. Donc, lorsque je vous demande, par exemple, dans vos cardinalités, d'expliquer la cardinalité, tout simplement avec ce schéma, ça suffit. Vous voyez, non? Avec ce schéma, tout simplement pour dire, pour expliquer les différentes cardinalités. À partir de là, ça peut me permettre de savoir d'où peuvent venir les erreurs. S'il y a des erreurs qui sont possibles quelque part. C'est bon? Et puis corriger ensemble. On a fini maintenant les cardinalités, on va voir maintenant les clés. La clé, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est un identifiant. L'identifiant, qu'est-ce que c'est? C'est choisi parmi les attributs d'une classe d'entité ou d'association. L'identifier, il est choisi parmi les attributs d'une classe d'entité ou d'association. Il permet de déterminer une valeur de manière unique. Il est référé sans ambiguïté. Il est court, c'est un seul identifiant. Il est non variable dans le temps, il est souligné. Ça, j'ai déjà résumé et déjà eu à parler de ça déjà devant là-bas. Vous voyez ici, concernant la classe étudiant, l'identifiant ici, c'est le matricule. Et cet identifiant va s'appeler clé. L'identifiant ici, c'est toujours l'attribut, c'est toujours aussi appelé propriété, c'est aussi appelé clé. Ce sont des synonymes, quoi. Voilà, il ne faudrait pas appeler une confusion. Donc, quand on prend la classe étudiant, voici comment est-ce que de façon, dans le modèle relationnel, on va aller plus tard, voici comment est-ce qu'il va se présenter. Mais quand on prend la classe étudiant, vous voyez qu'on écrit toutes les entités
qui rentrent en ligne de compte de ces classes, et puis le matricule étudiant qui est identifié ici, ou bien la clé, ou encore appelé, comme on appelle ça, l'attribut, il est souligné. Dans le cas de l'association, comme j'ai eu à le dire, l'identifiant est obtenu en combinant les identifiants des classes d'entités qui participent à la liaison. Ici, quand on prend l'identifiant, la classe d'entité retirée, délivrée, quelles sont les classes d'entités qui participent à la relation? On a la classe étudiant, et puis la classe scolarité. Et quels sont les identifiants de ces deux classes? Maths, Étudiant, c'est le matricule, et puis chez l'autre, c'est le code. c'est le code agent. Vous voyez, et c'est dans le matricule, le code agent constitue les attributs ou constitue les identifiants de ces classes d'association. Il y a une dame tout à l'heure qui a posé la question si les associations n'avaient pas des attributs et autres. Tu vois les attributs des associations ici? Oui, oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit à la suite du cours. Voilà. Donc, ça dit que les classes d'association aussi, ils ont des attributs. Mais d'où viennent les attributs? Les attributs viennent tout simplement des classes d'entités qui lient. Et les classes d'entités qui lient, quels sont l'identifiant principal de chaque classe d'entité? C'est tout. Maintenant, dans la classe d'association, il peut avoir des éléments, un élément de plus. Je me justifie. Par exemple, si étudiant classe d'entité, étudier et puis code d'agent, qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être je vais mettre le temps. Si je suppose qu'il y a un temps, par exemple, pour aller à la scolarité, peut-être pour retirer les fiches. Là, le temps, par exemple, de une certaine heure à une certaine heure et autre. Donc, le temps était l'attribut. L'attribut de qui? Non, pas d'étudiant. Est-ce que je peux mettre le temps chez étudiant? Pourquoi? Non, non. Pourquoi je ne peux pas mettre le temps chez étudiant? Hein? Le temps est fixé par la scolarité. Bon, lui dit le temps peut être fixé par la scolarité. Le temps n'appartient pas parce que le temps n'a pas les caractéristiques similaires aux étudiants. On va coller temps à étudiant, pourquoi? On peut coller à un étudiant l'âge, mais un temps, non. Vous voyez. Maintenant, à la scolarité, par exemple, ici au niveau de la scolarité, si je décide, c'est vrai, la scolarité peut fixer le temps, mais si je décide, par exemple, que c'est pas la scolarité fixe le temps, mais ce temps n'appartient pas aux entités de la scolarité. Dans mes entités de la scolarité, je ne mets pas le temps. Et que ce temps, néanmoins, intervient toujours qu'on appelle ça, dans mon processus. Où dois-je le mettre? Il intervient au niveau de l'association. Vous voyez, au niveau de l'association, c'est-à-dire il devient un attribut de l'association. En plus du matricule étudiant, plus le code d'agent, il y a le temps qui vient s'ajouter. Vous voyez? Parce que le temps intervient entre étudiant et puis scolarité. Donc, lui, il vient se mettre, puisqu'il n'est pas chez étudiant, il n'est pas chez scolarité. Pourtant, il est un élément clé dans le processus, dans le retrait des fiches. Donc, lui, il intervient automatiquement au niveau de l'association. Donc, au niveau de l'association, en plus de ces deux attributs, vient s'ajouter l'attribut temps. C'est-à-dire, d'abord, c'est ça que vous allez créer. Il peut avoir, par exemple, un attribut qui est important. Ça peut être quantité de quelque chose, ça peut être, je ne sais quoi, le temps, ça peut être peut-être la durée, ça peut être peut-être le sexe, ça peut être peut-être l'âge, mais qui ne peut pas rentrer dans les classes d'identité. Vous venez le mettre au niveau de l'association. Il rentre au niveau de l'association parce qu'il joue un rôle très important. Donc, dans l'association, en plus de citer les différents attributs qui rentrent dans votre association, n'oubliez jamais de le citer. Il intervient. Là, ici, directement, la classe d'association aura maintenant 3 éléments. Si on ajoutait temps. Ça, c'est un exemple en plus. C'est bon? Oui. Il écrit tout simplement ici, on met, vous voyez ici, j'ai mis virgule, non? Là, je mets aussi virgule. Si je suppose que dans mon dictionnaire, j'ai abrégé temps en TPS. Donc, je vais l'écrire virgule TPS. C'est tout. Mais lui, je ne le souligne pas parce qu'il n'est pas un identifiant qui vient de quelque part. Il appartient à l'association elle-même. Vous voyez, non? Les autres identifiants sont venus d'ailleurs, mais l'association elle-même a son identifiant qui est venu s'ajouter. Ici, c'est parce que notre association n'a pas d'identifiant, qu'on ne l'a pas vu et qu'on a mis tout simplement les deux qui viennent. Mais si on suppose que notre association a un identifiant, on peut le mettre. C'est bon, oui? Dans ce cas, dans le dictionnaire de oui.
Non, 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 le temps ne va pas aller là-bas. Dans le dictionnaire, j'ai écrit le dictionnaire. Normalement, dans le dictionnaire, j'ai écrit pour les entités, non. Voilà. Le dictionnaire des entités, comme une fois que tu as fini de le faire, tu peux faire le dictionnaire aussi des associations. Des classes d'associations. Voilà. Le principal s'appelle le dictionnaire, mais qu'on appelle ça, le dictionnaire des classes d'associations, on ne le met pas dedans parce que lui, il n'y a pas tout ce temps, tout ce temps-là de choses. C'est au niveau des entités qui est important. Mais on peut mettre le dictionnaire, on peut mettre en dessous, par exemple, les classes d'association. Par exemple, pour telle classe, comme je l'ai dit, je le montre ici, pour telle classe. Voici tant. Tu ajoutes que tu peux éditer, c'est bon. Sinon, on peut l'ajouter, mais l'écrire autrement là-bas, pour qu'on puisse l'identifier. Bon, ça, c'est le plus qu'on va faire. Déterminer les différents identifiants de chaque ordre. En résumé, comment élaborer un modèle conceptuel de données dans le cadre d'un modèle d'entité? Monsieur Thier, c'est fermé le micro. Monsieur Thier, Oui, le micro. vas-y. Oui, oui. Les différentes étapes se résument comme suit. Pour une entité, dans un premier temps, il faut désigner le nom de la classe d'entité. Il faut désigner le nom de la classe d'entité. On te prend dans le nom, prénom de tous ces éléments. Par exemple, si ce n'est pas des étudiants, que ce sont peut-être des enseignants, la classe d'entité va s'appeler comment? Enseignant. Ça ne va pas s'appeler étudiant. Il faut désigner le nom. Il faut établir une liste d'attributs, c'est-à-dire les différentes entités. Il faut ensuite choisir un identifiant. Choisir qu'est-ce qui est l'élément clé qui va pouvoir définir tous les éléments réunis dans ta classe d'entité. Pour l'association, il faut aussi trouver le nom de la classe d'association. Trouver le nom de la classe d'association, c'est juste les fonctions. Dans les deux sens, c'est tout. Et les fonctions, ce sont des verbes. Il n'y a pas de mots dedans, ce sont des verbes. Déterminer les relations entre les entités, les relations entre les entités, c'est-à-dire de A à B, c'est-à-dire d'une classe d'entité A à une classe d'entité B, quelle relation, c'est-à-dire quelle fonction, et puis de B à A, quelle fonction. Ensuite, définir les cardinalités. En fonction de ces relations-là, c'est quelle cardinalité tu écris. Tu veux que chaque classe d'entité ait quel genre de fonction dans l'autre classe d'entité. Donc, ça te permet de définir les cardinalités. Bonjour, prof. Comment ça va chez vous? Bien, apparemment, bien, c'est bien. Vous copiez seulement. Alors que ça, il y a dans vos. Non, ils prennent note. Est-ce que j'appelle copier là? Elles n'ont pas regardé. Ils prennent note. Ils prennent note, les notes ne sont pas dedans. Ils prennent note. Donc, maintenant, à la fin, il faut pouvoir vérifier le schéma obtenu en s'assurant qu'il respecte les règles du modèle conceptuel de données. Ici, quand je veux parler du modèle, de faire le schéma qui respecte les règles de ce schéma-là. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez qu'on est parti d'un schéma physique avec des dessins. On est venu à un autre schéma, mais cette fois-ci, c'est un schéma plus graphique, plus explicite comparé au schéma physique. Le schéma dessin, c'est juste pour voir un peu avec nos yeux ce que nous voyons. Maintenant, nous sommes venus au schéma graphique. Le schéma graphique, ça est encore plus détaillé. C'est ce qui va nous permettre de renseigner plus notre base de données. Si on a le schéma graphique de dessin, c'est difficile de renseigner la base de données. Tu vois des dessins dans ces comptes. Mais avec ça, c'est encore plus décortiqué, ça permet de renseigner la base de données. Donc, déjà, avec ce schéma, ça te permet de savoir si ton modèle conceptuel de données est déjà bien parti. Une fois que tu as fini ça, tu te dis, enfin, je viens de finir le modèle conceptuel de données. Maintenant, il faut pouvoir traduire ce modèle conceptuel de données en modèle relationnel ou encore en modèle organisationnel. C'est là où on vient se poser, on vient répondre à la question comment organiser. Tout ce qu'on vient de faire là, c'est que vois-je? Qu'est-ce que je vois? Comment je réunis mes données? C'est tout ça là qui m'a permis de découvrir ce système. Maintenant, on va aller du deuxième niveau, qui est le modèle logique, ou bien le modèle relationnel, ou bien le modèle organisationnel. Comment organiser? On répond maintenant à la question comment organiser mes données? Donc, en conclusion, il est important de connaître les différences fonctionnelles entre le niveau conceptuel, logique et physique qui représentent les grandes étapes à suivre dans la modélisation des bases de données. Et l'analyse conceptuelle représente le premier niveau dans cette conception et il convient de répondre à la question que vois-je pour la mise en place des données. La leçon suivante va nous permettre de venir répondre au niveau de la conception. Le niveau 2 qui est le niveau logique ou le niveau organisationnel ou le niveau relationnel. Question? S'il n'y a pas de questions, la dernière fois, je vous ai demandé
créé votre système. Il vous a demandé de dire le problème, le but, les objectifs que vous voulez atteindre dans le système, de définir les fonctions en suivant l'exemple de l'NS tout simplement. Allez, oui. De définir les différentes fonctions qui rentrent en ligne de compte dans votre système. Et vous allez établir une dictionnaire de données. Fonction. Si, j'ai montré un exemple dans le truc. La fonction, c'est ça. Attends, je vais aller. Les activités, les différentes activités, c'est ça j'appelle question. Retrait de fiches, analyse médicale, dépôt de l'utilisation. Ou bien soit, si vous ne l'écrivez pas comme cela, mais dans le schéma, dans ce schéma-là, vous devez pouvoir l'écrire. Ici, par exemple, vous devez pouvoir écrire les différentes fonctions qui sont là. Ici, j'ai mis des mots et autres en son temps, mais quand vous, ici, dans le schéma, on peut s'amuser avec les mots. Mais une fois qu'on s'en va dans le formalisme graphique, ce ne sont plus des mots, des noms, pardonnez, mais c'est des verbes. C'est bon. Et puis, le dictionnaire de données. Maintenant, la deuxième étape que vous devrez ajouter à ce que je vous ai demandé, c'est ce qui est ici. Établir le dictionnaire de données, ça, donner le nom de vos classes d'entités, établissez la liste des entités. Donc, ne vous fatiguez pas trop. Faites-moi le schéma tout simplement du graphique des classes d'entités. Vous faites vos colonnes. La première partie, vous donnez le nom de la classe, puis vous citez quelques entités, pas beaucoup, ne soyez pas exhaustifs. C'est pour juste comprendre un peu. Voilà. Vous citez juste quelques-uns. Ensuite, terminez les attributs, les identifiants, c'est-à-dire souligner en même temps qu'est-ce que vous appelez attributs et autres dans vos classes d'identité. C'est bon? Ensuite, déterminer les associations. Les associations, c'est-à-dire vous les disposez de sorte que vous pouvez déjà les relier. Ça va vous permettre dans votre schéma. Vous les disposez que vous pouvez les relier. Donc, une classe d'association à une autre, quel est qu'on appelle ça, la classe d'association qui les lie? Vous faites le cercle, vous divisez le cercle en deux. La première partie, ça va constituer pour le premier niveau, la deuxième partie, le deuxième niveau. Ensuite, je vous demande de mettre les cardinalités. Donc, de A à B, de l'ensemble A à l'ensemble B. C'est quelle cardinalité? Vous le mettez du côté de l'ensemble A. De B à A, c'est quelle cardinalité? Vous le mettez du côté de B. C'est bon. Et puis, à la fin, une fois que vous avez fini de faire, ça s'appelle le modèle. Ça s'appelle la schématisation du modèle qui est là. Modèle, entité, association. Okay. Exactement comme ça. Donc, tout ce qui est mis comme question là-bas, la partie, tout ce que ça se résume en ça. Donc, de votre système d'essai que vous avez fait, vous revenez à ce système graphique. C'est bon? Okay. Demain, nous avons cours. Nous avons cours demain. Demain, commence la présentation. Il faut qu'on commence les présentations. Déjà, parce qu'on vient de finir la première partie de la leçon. Je vais attaquer la deuxième partie qui est le modèle relationnel. Vous voyez? Donc, déjà, demain, il est intéressant déjà pour que vous puissiez voir les présentations qui seront faites. Pour que s'il y a des corrections à faire, on puisse les faire avant d'aller dans le modèle relationnel. Parce que dans le modèle relationnel, c'est là qu'on va appliquer les règles des cardinalités. Il y a un qui m'a demandé, est-ce que ces cardinalités qu'on écrit là, comment est-ce qu'on applique ces règles-là? Il dit non, qu'il y a des règles là-dessus. On a mis les cardinalités de façon hasardeuse en fonction des fonctions que nous voulons. Maintenant, dans le modèle relationnel, on ne va pas les écrire de façon hasardeuse. Il y a des règles qui sont établies. Vous voyez. Donc, il faudrait que je puisse voir vos cardinalités pour que s'il y a des choses sur lesquelles nous ne nous entendons pas, nous corrigeons avant que vous descendez dans le modèle relationnel. C'est bon? Donc, du coup, les présentations vont commencer demain. C'est bon? On peut commencer demain. Demain, j'ai mis le cours expressément à 10 heures pour que vous ayez le temps de finir vos présentations, tout. Et puis réunir tout. Parce que pendant la présentation, je souhaiterais que vous ne soyez pas en train de travailler sur vos modèles. Que tout le monde suit. Parce que c'est le cours, la continuité du cours. En même temps, exercice, en même temps, je vais vous évaluer, en même temps, j'explique les choses. Vous voyez. Mais si vous ne suivez pas, ça va vous pénaliser. Ça va vous pénaliser. Parce que ici, dans la présentation, il y a des gens qui vont envoyer des choses peut-être qui sont différentes des choses qu'on a vues dans le cours. Donc, il va falloir expliquer certaines choses. C'est bon. Donc, mon souhait que arrangez-vous
faites vos systèmes, finissez vos systèmes, vous déposez tout sur une clé qui est posée directement sur le poste. Donc, délégué, tu te charges de créer un box. Ceux qui sont froides, tu mets 2 fichiers, présentiel froide. Voilà, donc ceux qui sont froides, vous qui êtes en froide, vous envoyez pour vous à votre délégué. Elle va mettre ça sur le poste ici. Vous qui êtes en présentiel aussi, vous ajoutez, donc ça fait 2 blocs. Et puis la présentation va commencer. Soyez de façon brève dans vos présentations. Je vais donner peut-être tout au plus 15 à 20 minutes à chaque groupe. Mais 20 minutes, ça serait trop. Soyez vraiment bref et plus succinct dans la présentation. Pour que les 3 heures de temps là, on puisse finir ça. Là, la séance prochaine, ça va concerner les modèles relationnels. C'est bon? Ça va? Donc, je vais voir si on peut commencer. Bon, avant de commencer, une petite pause. Petite pause de 5 minutes. On va commencer à 30. C'est bon, s'il n'y a pas de questions, pause. On commence à 11h30. D'accord, madame, on a compris. Prenez une petite pause. Vous continuez. Oui, oui. Vous continuez. Vous faites la suite. Vous faites la suite pour nous ça. Bon. Moi, je cours tout à l'heure, là. Tu as cours tout à l'heure. Non, tu peux partir. Ok, madame. Tu peux partir. On finit à 13h. D'accord. On finit à 13h. Bien, On ne va pas finir à 13h. On va un peu plus tôt que ça pour vous permettre de travailler. Puisque demain, les présentations commencent. Donc, dans le modèle relationnel, on va quelle partie? Voilà. On ne va pas commencer les règles. Demain, quand après la présentation, je vais parler des règles. Et puis maintenant, là, la séance, je peux parler des règles. Le coup, c'est digeste, c'est bon? Lui, ça vous est d'accord, je mets ça. Oui. C'est rapide. D'accord. Comme ça, arrêtez-moi et puis dites où c'est rapide. Il a déjà un peu. J'ai compris. D'accord. J'ai compris. Comme vous le désirez, je veux dire que ça va. Là, comme ça, arrêtez-moi bien maintenant, vous êtes trop rapide. Et puis là, comme ça, je vais doucement vous. Oui, moi, je commence. Tu m'entends? Tu m'entends? Je vais regarder ça. Vous voyez. Allô, tu m'entends? Allô? C'est toi? Oui. Si, je t'entends. Sur ton MTN, je t'envoie quelque chose. Il est dit sur ton MTN. Tu as vu? D'accord. Donc, il faut recharger. Il faut charger, j'ai envoyé, voilà. Là, tu vas les retirer. Ça va. Après, il y a des résultats. Oui, je m'appelle pour moi, ça t'adhère. Tu as bien travaillé. Non, c'est pas comme ça.
Vamos dar para trás. Mostra essa galera só porque ele vai je passe au ciel l'ordinateur. Ah, je peux regarder sur mon. Oui, oui, après, oui, oui. C'est quand j'ai tout le monde. Quand j'ai fini mon cours, ça. Quand j'ai fini mon cours, je vais. Moi, je fais. Ceci. Et puis, dans les portes, tout ça, tout ça. Non, 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 ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il m'a pas bien passé. Il m'a pas bien conseillé, mais maintenant, quand sur le jeu, maintenant, pour personne ne fait quelque chose, tu vois. Il n'est plus touché. Mais il a disparu. Il m'a laissé ça. On peut prendre des petits trucs. Ça, j'ai fait ce matin-là. Et c'est comment le temps. Dans la nuit, il n'y en a plus. C'est qu'elle revienne là-bas. Ça fait petit. Le soir, à toi, avaler. C'est un petit. C'est vrai que dans l'enregistrement, la nuit, j'ai oublié jusqu'à. Je suis désolée. Pour ceux qui sont en tout cas.